Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la FIA TV. Vous êtes en train de suivre tout de suite votre émission qui s'appelle donc l'invité de la semaine. C'est une émission donc réalisée chaque semaine, une fois par semaine, donc qui traite surtout des sujets d'actualité. Et donc, quand on parle d'actualité, il s'agit de polémiques suscitées par l'attribution des logements sociaux. On en parle dans cette émission avec Maître Koto Traoré, avocat au barreau du Mali. Maître Koto, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, il s'agit de 1993 logements sociaux qui concernent la deuxième tranche du programme gouvernemental 2015. Vous avez suivi cette polémique. Quelles sont vos premières impressions sur cette polémique-là? Est-ce qu'il y a une désorganisation? Est-ce qu'il y a un désordre qui est créé? Est-ce qu'il y a de la fraude? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que quelle lecture vous avez, vous? D'accord, merci. Ma lecture, elle est la suivante. J'ai été quand même surprise parce que la polémique qui a eu lieu ne devrait pas avoir lieu, avec surtout le régime actuel, puisqu'il faut rappeler que ces pratiques-là ont tout le temps été au cœur de nos actions publiques jusqu'à la chute du régime d'Ibeka. Et l'une des revendications phares, c'est très important d'une partie de la population, c'était de pouvoir mettre fin à toutes ces pratiques-là. Mais nous avons assisté avec regret la polémique qui a accompagné l'attribution des logements et qui a entraîné la dissolution de la commission qui avait en charge de l'attribution de logements sociaux. Et puis cette polémique était quand même justifiée. Il faut rappeler que la première attribution a été entassée d'irrégularités énormes. D'irrégularités énormes telles que les noms de certaines personnes ont été quand même apparus sur la première liste qui disent n'avoir pas fait la demande. Et l'autre irrégularité est que les noms des mineurs sur la liste et plus loin également les noms des personnes qui ont quand même des revenus énormes, importants, qui n'étaient pas les personnes habilitées à recevoir les logements sociaux. Donc du coup, l'attribution a retenu l'attention de la population et ça a suscité ce que vous venez d'appeler la polémique et qui a amené le gouvernement à réagir. La réaction du gouvernement a été quand même de mener une enquête administrative et qui a conduit à la dissolution de la commission. Donc une nouvelle commission avait été mise en place et c'est cette nouvelle commission qui a procédé à l'attribution de 1993 logements. La liste qui est apparue le 27 du mois passé avec les personnes qui devraient normalement en bénéficier. Parce que suite Alors, sur la nouvelle liste, on a vu qu'il y a des mineurs, il y a quand même quelques points qui avaient été soulignés, même si quand même le ministre de tutelle, le ministre, je vais dire le ministre de l'habitat et de l'urbanisme a répondu sur la télévision nationale pour dire que les mineurs, il ne s'agit pas de mineurs mais bien des adultes. Par ailleurs, des gens qui ont demandé, qui n'ont pas été demandeurs, qui ne sont pas demandeurs, ça c'est une question qui se pose. Alors l'enquête administrative, est-ce que c'est où est-ce qu'on va, jusqu'où on va arriver? Est-ce que c'est arrêté là avec la mise en place d'une nouvelle commission? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a d'autres procédures, il y a des choses qui vont venir après? Effectivement, ce qu'on attend du gouvernement, c'est d'aller plus loin. Parce que le gouvernement même a reconnu qu'il y a eu des fraudes, qu'il y a eu des irrégularités qui étaient liées quand même à la gestion même de l'affaire. Parce qu'il faut rappeler que ce qui est inquiétant, qui doit vraiment cesser immédiatement et que ça ne doit pas se faire avec surtout le gouvernement actuel, ça c'est le clientélisme politique au cœur de l'action publique.
Vous savez que les logements sociaux sont des logements qui sont destinés à des personnes avec des salaires et des revenus modestes. Il faut qu'on soit bien précis. Donc les critères d'attribution doivent être au préalable bien définis. Les critères doivent être, entre autres, d'abord la qualité de la personne demandeur, la situation économique et financière de la personne demandeur et le lieu de la demande. Donc on ne peut pas comprendre que les mêmes fraudes, parce qu'il y a eu de fraudes, parce que le ministre est sorti hier, il a fait ce qu'on appelle des aveux. Il a quand même parlé souvent de notifications qui sont de fausses notifications qui avaient été quand même délivrées par de tutelle. De tutelle, tout à fait. C'est quand même un service de l'État qui a délivré, c'est-à-dire ces fausses notifications qui sont là. Si ces faits-là sont avant même l'attribution. Avant même l'attribution. Si ces faits sont avérés, ils constituent ce qu'on appelle des infractions. D'abord, c'est du faux et usage du faux. Ça peut aller plus loin. C'est des gens qui peuvent être poursuivis. Ces gens qui peuvent être poursuivis. Ils sont identifiables. Ils sont identifiables parce que ceux qui ont délivré des notifications, le ministre a très bien indiqué les services concernés. Donc le service concerné, vous allez quand même voir que la notification concerne le sceau de celui qui a délivré. Donc il est facile pour l'État d'identifier les personnes et de rassembler les preuves et d'ouvrir l'enquête. Parce qu'à entendre le ministre hier, on a l'impression que, parce qu'il dit qu'ils vont ouvrir une enquête, cela veut dire que l'enquête judiciaire, parce qu'il faut faire la part des choses, il y a ce qu'on appelle l'enquête administrative et l'enquête judiciaire. C'est quoi la différence? La différence, c'est quoi? Lorsqu'il y a eu de fraude, il revient d'abord au ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui est le département de tutelle, d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Il y a une commission est composée de personnes et la règle d'attribution est bien définie. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Donc, l'administration rassemble, il situe, il amène ces éléments, il saisit la justice, il remet ces éléments à la justice qui va en ce moment ouvrir une enquête qu'on appelle l'enquête judiciaire. Et il va apprécier les faits à l'aune également de la loi pénale. Est-ce que les faits là sont constitutifs des infractions? En ce moment, si tel est le cas, le juge, la justice va poursuivre les auteurs quand même de ces actes. Ils peuvent encourir jusqu'à... Est-ce qu'il y a ils peuvent être emprisonnés pour ça ou... Absolument, absolument. Par exemple, les cas de fausses notifications. Maintenant, s'il y a eu de fausses notifications qui ont été quand même données à des citoyens, ça c'est du faux. Le faux est là et usage du faux a été fait. Ça, c'est une infraction criminelle. La peine quand même, elle est lourde. La peine peut aller au-delà de 5 ans, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à perpétuité. C'est possible. On est dans le cas précis, dans une matière criminelle. Donc, au-delà, pourquoi un agent de l'État qui, se profitant de sa position de pouvoir qu'il est conféré, va percevoir ce qui n'est pas dû, qu'on appelle également la conclusion, qui est une infraction. À partir du moment où le montant aussi dépasse la somme de 50 000 francs, on rentre toujours dans le cadre de l'infraction criminelle. Voilà. Donc, du coup, vous allez voir que, à tout point de vue, lorsque les faits sont établis et que la justice est saisie, il y a la matière pour poursuivre les auteurs. Voilà. Et il faut poursuivre les auteurs. Et il est temps de les poursuivre. Parce que l'impunité... Parce que l'impunité a trop duré. Vous savez, les 30 années de gouvernance, je reviens là-dessus, le clientélisme politique a été au cœur de l'action publique, ce qui n'est pas normal. Parce que l'État est assujetti à assurer ce qu'on appelle l'accès de tous les citoyens aux charges publiques. Et l'égalité de tous les citoyens est même une égalité constitutionnelle. Et pour respecter cette égalité, il revient à l'État de veiller et de la faire respecter. Alors, où est-ce qu'on peut situer la responsabilité de la justice dans le développement de ce clientélisme politique, de cette pratique? Voilà, parce que je vais dire la justice, parce que quand vous prenez l'arsenal juridique du Mali, vous allez voir la conclusion, par exemple, le fait... Faut bien expliquer. Je vais bien expliquer pour que les gens comprennent. Pour éviter les termes techniques. Pour éviter les termes techniques, je vais bien expliquer. Pour dire que nous avons un arsenal juridique suffisant pour amener la justice à poursuivre tous les agents publics qui se sont adonnés à la commission
des infractions pénales. Un exemple, la concussion. La concussion, c'est le fait pour un fonctionnaire qui est investi quand même d'une mission d'intérêt public, qui va exiger à un justiciable ce qui n'est pas dû. À partir du moment où le montant dépasse 50 000 francs, on tombe dans le champ d'application d'une infraction pénale. Ça, c'est un. Le délit de favoritisme aussi, c'est quoi? Le délit de favoritisme est une infraction qui est prévue par le Code pénal du Mali. Il y revient toujours. Lorsqu'on est en charge d'une action publique et on se sert de ça pour favoriser un des citoyens bénéficier des avantages qui ne leur sont pas dus est constitutif de l'infraction. On va plus loin également. Même le trafic d'influence qui s'est fait également dans le milieu politique. Parce que nous avons confondu des choses dans ce pays jusqu'à nos jours. C'est qu'une fois au pouvoir, une fois un clan au pouvoir pense que les avantages de l'État le reviennent de droit. Et ces avantages de l'État sont réservés uniquement à ses partisans au détriment des autres. Alors que ça, ce n'est pas la mission de l'État. Le faisant, ils commettent des infractions. Donc, alors si le ministre dit moi j'ai droit peut-être à 5 je sais pas, 5 non, ou que le Premier ministre ait droit, je ne sais pas, est-ce que c'est prévu? C'est pas prévu par la loi. Vous savez, c'est le quota. Pas de quota. Le terme quota a été institué par la pratique politique et le terme a été accepté par l'opinion publique parce que l'opinion, c'est ça un peu le drame dans ce pays-là. Parce que vous savez, la lutte contre la corruption et la délinquance financière doit être une appropriation collective. Je crois même les textes internationaux en ont fait une des conditions. Quand on dit une appropriation collective, c'est quoi? Le combat de lutte contre la corruption et de la délinquance financière doit être la chose de la société civile, des citoyens d'abord, qui doivent veiller à un instrument politique. Non un instrument politique. Parce que l'instrument politique, le politique, comme je viens de le dire, les politiques pensent toujours profiter un avantage. Et ils croient l'avoir légalement, alors que aucun texte ne le prévoit. Quand vous dites que, par exemple, s'il y a l'attribution de logements sociaux, le ministre doit avoir 5, le président de la commission doit avoir 5, le premier ministre doit avoir 5, Tanza doit avoir 5, alors qu'il n'est prévu dans aucun texte, est une violation de la loi. Le terme quota est institué par la pratique, mais aucun texte ne le prévoit. Donc ce n'est pas légal, ce n'est pas dû. Donc la justice, aussi pour que la justice agisse, il faudrait aussi qu'elle soit saisie. Ça c'est important. Et le ministre de l'Habitat... La justice ne peut pas s'auto-saisir. La justice, surtout en matière administrative, il faut quand même avoir des éléments probants qui permettent à la justice d'agir. Par exemple, quand il y a eu la polémique dans la presse, les citoyens ont décrié la pratique. Maintenant, l'État était seulement amené à dissoudre la commission et a mis en place une nouvelle commission. On sait pas qu'elle est devenue cette commission. Voilà, cette commission, les membres de cette commission, elles ont... Absolument. C'est de là-bas où l'opinion publique devrait être informée. Vous savez, la lutte contre la corruption et de la délinquance financière, comme il est dit, ça va de pair avec la communication. Vous informez. Pourquoi nous avons dissous la première commission? Nous l'avons dissous parce qu'il y a eu telle ou telle responsabilité située et les dossiers sont à tel niveau. La justice ne doit pas se taire, il faut que la justice... mais il faudrait quand même qu'elle soit saisie, c'est très important. Parce que hier, à entendre le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, il a quand même avoué des irrégularités. Et il dit que la justice, les enquêtes vont être quand même ouvertes. Les enquêtes, à quel niveau? L'enquête administrative, oui, mais il y a l'enquête judiciaire. Tout à fait. Il faudrait que l'enquête judiciaire soit ouverte pour qu'il y ait quand même la responsabilité pénale et que dans l'avenir, chacun pourrait se ressaisir. Tant qu'on ne met pas au cœur de nos actions la justice. La justice. La vraie justice. La vraie justice pour sévir. Ceux qui ont commis des fautes, des infractions, on va continuer à assister à la même pratique
Mais quand il est de notoriété publique aujourd'hui que les logements sociaux sont souvent mis en location et je pense que la justice, au moins qu'il y ait une enquête qui prouve ces pratiques-là. Et au-delà de la location, il y a même la vente. Par exemple, la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux du Mali qui accuse l'État de procéder à la vente de certains de ces habitats à la somme de 31 500 000, même si on ne peut pas, nous, en tant que journalistes, on ne peut pas tout de suite prouver en tout cas cela, mais c'est l'association qui le dit, et il y a d'autres pratiques qui existent. Pour vous, quelle doit être l'action du gouvernement et quelle serait la responsabilité du gouvernement, ou en tout cas de l'État, je dirais l'État. Absolument, la responsabilité de l'État est très importante. Vous savez, la finalité des logements sociaux, c'est de venir répondre les besoins des couches les plus modestes ou les couches les plus défavorisées. Il faut qu'on soit très clair. Les logements sociaux sont destinés à des personnes avec des salaires et des revenus modestes pour leur permettre de vivre dignement. Maintenant, je crois que l'initiative est salutaire et l'initiative doit être quand même bénéficiaire lorsque les règles qui sont quand même qui prévoient le fonctionnement, l'organisation, d'abord de la structure et de l'attribution. Parce que l'attribution de ces logements sociaux doit respecter impérativement, c'est-à-dire les règles de transparence, les règles de l'égalité, de l'accès de tous les citoyens aux avantages de l'État. Mais lorsque cela n'est pas fait, il revient à l'État de situer les responsabilités et de charger la justice de faire application de la loi. C'est la seule, je dis bien, c'est la seule que peut aujourd'hui amener notre pays à ne pas continuer à assister cela. Comment vous pouvez comprendre que les logements sociaux sont attribués à des personnes qui ont des revenus très importants? Comment vous pouvez comprendre qu'un ministre, un haut fonctionnaire de l'État, ses enfants, ses tantes, ses frères, ses sœurs, ses partisans politiques ont des logements alors qu'ils ne sont pas dans le besoin? Comment vous pouvez comprendre que les gens ont de leurs noms sur des listes qui n'ont pas fait la demande? Donc tout cela dénote à suffisance que cette pratique était ancrée dans notre société au point que ceux qui s'adonnent ne craignent pratiquement pas de conséquences des réactions sociales qui doit être quand même la sanction. Parce qu'il faut impérativement la sanction. Si cela n'est pas acquis, il faudrait aussi que nous, la société civile, ça passe par les médias, les ONG, les groupes de société civile, de dénoncer et de veiller. Et de veiller à ce que vraiment il y ait la transparence. Parce que ça, tant qu'il n'y a pas la transparence, aussi passe par la communication. Parce que vous, aujourd'hui, vous les attendez, les informations sont circulées de façon sélective. Et la structure en charge n'informe pas l'opinion publique de l'état réel. Est-ce que cette information est fondée? Est-ce qu'elle n'est pas fondée? Il revient quand même à la structure en charge d'informer. Est-ce qu'il y a des mécanismes? C'est vrai qu'il certainement il y en a, mais quels sont ces mécanismes juridiques qu'on peut vraiment promouvoir pour que cette transparence puisse émerger, puisse prévaloir? Voilà, les mécanismes sont d'abord, on va d'abord parler, c'est-à-dire de cadre juridique. Nous avons un cadre juridique pour sévir tous les responsables de toutes les fraudes, à quelque niveau que ce soit, une fois qu'elles ont été avérées. Donc, le cadre juridique ne fait pas défaut. Le ministre peut être touché. Absolument, le ministre peut être touché. Mais s'il y a ça, au niveau politique, parce que tout le problème, c'est à ce niveau-là, au niveau politique et au niveau administratif, au niveau politique, on ouvre une enquête administrative. L'enquête administrative n'est pas suivie également de l'enquête judiciaire. Donc, du coup, on fait des enquêtes. Est-ce qu'en général, peut-être c'est le ministre même qui pilote l'enquête administrative? C'est le ministre qui pilote, absolument. Faire une enquête objective. Absolument. Et si lui-même, par exemple,
il peut être impliqué. C'est un exemple que je donne. Il y a toujours. Il revient, le ministre, il fait partie d'une équipe gouvernementale. Okay. Et l'équipe gouvernementale est sous la responsabilité d'un chef d'État. Donc, vous voyez que l'État est bien organisé. S'il y a la volonté politique réelle de mettre fin à cette pratique, on peut le faire. Le ministre qui est chargé d'ouvrir l'enquête administrative, s'il est impliqué, l'enquête doit poursuivre sous la houlette du chef du gouvernement, sous la houlette également du chef de l'État. Et au bout de l'enquête, s'il y a des éléments, je dis bien des éléments probants, il faut saisir la justice. Et du coup, s'il y a des éléments probants, avant même de saisir la justice, l'État agit. La sanction politique peut tomber. Si le ministre est impliqué, le ministre, soit il va démissionner, soit il sera démis de ses fonctions. Et derrière la démission, est-ce qu'il y a d'autres... Il y a d'autres actions. Et une fois qu'il a été démis de sa fonction, il va être mis à la disposition de la justice pour répondre les faits qui lui sont reprochés. Il y a eu telle ou telle fraude. Si c'est à un autre niveau de responsabilité, il faut relever, puisque c'est l'État qui est une personne aussi morale, sujet de droit, il les relève et les agents vont répondre les actes devant la justice. C'est cela qui ne se fait pas. C'est cela qui ne se fait pas. Et pour vous, pourquoi cela ne se fait pas? Parce qu'il n'y a pas ce que moi j'appelle une volonté politique réelle. Peut-être avec ce gouvernement, avec la transition, il y a ce qu'on appelle une lueur d'espoir. Parce que lorsqu'il y a eu... Pour le moment, il y a des... Oui, lorsqu'il y a eu quand même des polémiques, le gouvernement a vite agi. Alors, le ministre a dit par rapport aux notifications là, le ministre explique qu'ils n'ont pas attribué de logements sociaux, en tout cas pour les zones frauduleusement occupées, pour les endroits, les logements, les habitats frauduleusement occupés, pour éviter la confrontation. Je pense qu'il y a des endroits qui sont habités. Absolument. Où ils détiennent des notifications frauduleuses, tout ça. Oui. Mais ils n'ont pas quand même attribué de la nouvelle attribution ces endroits-là, ces logements-là, pour éviter la confrontation. Est-ce que ça a été stratégique? Est-ce que ça a été une bonne chose? Ou bien il fallait quand même attribuer ces logements et puis faire sortir ceux qui détiennent des fausses notifications? Non, je comprends parfaitement l'analyse du ministre. Oui, je peux comprendre et je peux l'accepter. Parce que s'il y a des problèmes, apparemment il y a 200 logements qui sont dans cette situation. Maintenant, il faut un temps pour au moins en savoir davantage. Parce que d'abord, faire expulser ou bien faire expulser les occupants qui sont des occupants illégaux parce qu'ils n'ont pas acquis ces logements sociaux dans les conditions légales. Maintenant, il le faut parce que l'État est appelé quand même à préserver et à sécuriser tous les citoyens, quels que soient, même ceux qui sont dans les situations, vous allez voir ceux qui sont dans cette situation illégale, vous verrez certains d'entre eux, ils le sont de bonne foi, parce qu'ils ne le savent pas. Quand on donne une notification, voilà, d'autres le savent, mais vous allez voir qu'il y a certains qui sont dans cette situation, ils ne le savent, ils ne savent pratiquement rien. Mais comment faire la différence? Maintenant, comment faire la différence, c'est quoi? Ils vont vers l'administration indiquée. Parce que quand il a parlé de l'Office malien de l'habitat, et le ministre a parlé de cette structure, ils vont vers les structures indiquées et c'est la structure indiquée qui vous donne un document. En vous rassurant que vous êtes le bénéficiaire et fort de ce document, de cette notification, il occupe les logements indiqués. Donc du coup, certains peuvent être de bonne foi, mais d'autres ne le sont pas. Je suis d'accord avec ça. Mais le ministre, il a raison sur ce point, d'abord de vérifier, de clarifier, de situer avant de les réattribuer à des personnes qui ont droit à ces logements. Parce que ceux qui les occupent aujourd'hui ne les occupent pas conformément aux règles prévues à la matière. Il faut les faire expulser. Quand je dis expulser, ils vont quand même quitter. Ils vont quitter, l'État va situer les responsabilités, ceux qui les ont fait occuper, ceux qui ont délivré ces fausses notifications. Si cela est établi, c'est des infractions, comme je viens de le dire, ils vont devoir répondre à tout cela. Donc, il est normal de clarifier
avant de les attribuer. Je le comprends parfaitement dans cette logique-là. Mais il faudrait qu'il aille jusqu'au bout. Une fois que la clarification est faite, il faut revenir, donner les éléments, informer l'opinion publique et vraiment engager la réaction sociale qui est prévue. Les auteurs doivent répondre à leurs actes. C'est ce qui va désormais épargner notre pays à ça. Parce que l'attribution de logements sociaux, je vous l'ai dit, la construction de logements sociaux, la délivrance des documents de base, ce sont les attributions régaliennes de l'État. Donc, l'État, dans l'accomplissement de ces attributions régaliennes, s'il y a encore ce genre d'opacité autour de cela, vraiment, ça ne donne pas matière à espérer. Donc, il faut que nous sortions définitivement de ces pratiques. Alors, pour y sortir, est-ce qu'il ne faut pas peut-être réduire aussi les acteurs qui participent, en tout cas, à l'attribution, en tout cas, de logements sociaux? Et si je dis les acteurs, peut-être que vous avez l'OMH, vous avez le ministère, vous avez, je ne sais pas, le gars qui reçoit les dossiers, vous avez des commissions, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas réduire peut-être les acteurs et faire face à cette opacité-là de façon beaucoup plus efficace? Oui, ça c'est vraiment une des difficultés majeures. Ça, il faut le reconnaître. Il faut uniformiser. Mettez en place seulement une seule structure avec des critères bien définis. Renforcer la numérisation aussi. Absolument. Il faut renforcer parce qu'aujourd'hui, la numérisation quand même doit être de règle. Aujourd'hui, quand on veut avoir une administration crédible, assainie et performante, il faut inscrire au cœur de l'action administrative cette numérisation dont vous venez de parler. Mais au-delà, il faut vraiment aller vers une structure, uniformisation. Il faut uniformiser. Et je reviens, les critères sont définis. Respecter les critères. Les critères, c'est quoi? C'est l'objectivité. Qui doit respecter les critères? Ceux qui ont en charge, parce que tout vient de là. Voilà. Ceux qui ont en charge doivent faire respecter ces critères-là. Et tout citoyen qui tente à les violer doivent être également mis à la disposition de la justice. Parce qu'il faut inscrire l'action judiciaire aussi au cœur de l'action administrative, c'est très important. La responsabilité pénale doit être distincte, c'est-à-dire de la responsabilité administrative et de la responsabilité politique. Tant que on a, parce que j'ai l'impression que dans ce pays, on ne fait pas la différence entre les choses. Et on parle de la responsabilité politique, administrative et judiciaire, on mélange tout. Alors que ça ne doit pas, la justice est le garant. Est le garant de l'ordre public, est le garant de la stabilité, est le garant, quand je dis l'ordre public, c'est l'ordre public politique, l'ordre public administratif, l'ordre public économique, l'ordre public social. Alors, une fois lorsqu'on tombe dans un cas, on trouve par exemple que par exemple, la justice ou un acteur de la justice se trouve impliqué dans ces histoires-là et que finalement, comme vous le savez, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué, absolument. Et tu peux avoir des magistrats, tu peux avoir, je ne sais pas, des avocats qui sont aussi... Absolument, des alliances. Qui violent absolument. Ces règles-là. Comment est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? La loi a prévu des procédures quand il s'agit de poursuivre un avocat. Il a également prévu une procédure quand il s'agit de poursuivre un magistrat. Il a également prévu souvent une procédure. Temps, oui, quoi qu'il en soit, il faudrait quand même enclencher. Je pense que ça va encourager aussi le citoyen lambda à dire bon, il faut vraiment respecter. Il faut vraiment respecter. Absolument, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Que vous soyez avocat, que vous soyez magistrat, que vous soyez huissier, que vous soyez ministre, que vous soyez chef d'État, que vous soyez des directeurs ou autres. Voilà. Eh bien, titulaire des charges publiques, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous êtes sujet et vous pouvez faire l'objet de poursuites pénales. Lorsque les faits établis à votre rencontre sont établis et les procédures prévues à la matière, il revient seulement à la justice de les suivre. De les suivre. Ok, très bien. Maître Koto Traoré, est-ce qu'il y a un dernier aspect que vous avez voulu évoquer sur ce sujet parce qu'on arrive à la fin de cette émission? Oui, le dernier mot, c'est que la corruption est liée étroitement au niveau de développement d'un État. Quand vous prenez les pays les plus développés aujourd'hui,
le niveau de corruption est insignifiant. Vous prenez les pays qui sont pas des pays démocratiques comme on le dit, la Chine, la Corée et autres, la sanction en matière de corruption est très sévère. Mais vous partez aux États-Unis aujourd'hui, la corruption est lourdement sanctionnée. 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans de prison. Donc il nous revient vraiment de sévir quand il y a lieu et il faut sortir dans le laxisme, dans le favoritisme et le clientélisme politique. Voilà le dernier mot que j'ai à dire. Voilà, merci beaucoup Maître Koto Traoré. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Mali et donc vous étiez l'invité de la semaine de Alafia TV. Merci infiniment. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, donc chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission invité de la semaine. On était donc avec Maître Koto Traoré. Nous avons évoqué cette polémique liée à l'attribution des logements sociaux au Mali. À très bientôt sur Alafia TV.